Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois de janvier 2018. Dans cette vidéo, j'aurai plus de romans que d'habitude à vous présenter, mais je ne compte pas forcément m'attarder beaucoup sur chacun d'entre eux. Il y en a certains dont j'ai pas forcément besoin d'énormément de temps pour vous parler. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de Si un jour tu es à moi de Mélanie Harlow. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Terma Romae, les tomes 1 et 2 de Mari Yamazaki. Puis je vous parlerai de ma lecture de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Vivre vite de Philippe Besson. Puis ce sera au tour de Appelle-moi par ton nom de Andrea Siman. Ensuite, je vous parlerai rapidement de Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, de Culotté de Pénélope Bagieux, des Épées de glace, le tome 1 d'Olivier Gay. Et enfin, je terminerai avec Elle d'Ange d'Ingeline Rosland. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup de livres. J'ai hésité à la séparer en deux vidéos, mais j'aimerais bien ne pas prendre trop de retard dans les publications. Du coup, c'est pour ça que je vais essayer de vous faire tout ça en une seule. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec Si un jour tu es à moi de Mélanie Harlow. Publié chez Hugo Roman, que j'avais reçu en service presse au début du mois de décembre. Donc voilà, il avait quand même pas mal de retard. Il était temps que je m'y mette. Donc en fait il s'agit d'une romance qui fait plus ou moins suite à Si nos chemins se croisent de la même auteure. J'avais plutôt bien apprécié Si nos chemins se croisent et on suivait dedans une romance entre entre une fille et un garçon. Waouh. Et en fait cette femme en question avait deux meilleures amies et on suit en fait ici l'histoire d'amour d'une de ces deux meilleures amies. C'est pour ça que je dis que ça fait plus ou moins suite. On peut les lire indépendamment, mais c'est vrai qu'on comprendra mieux certaines références en ayant lu Si nos chemins se croisent auparavant. Et en fait pour ce roman là du coup on va suivre Claire et Théo. Claire est une jeune femme qui n'a pas vraiment confiance en elle et Théo est un homme qui a un passé un petit peu sombre qu'il essaye de cacher. La romance est plutôt sympa, c'est quelque chose d'assez mignon, ça fait un peu on va dire qu'il y a un petit côté plaisir coupable où on est content de dire ça, mais bon voilà, c'est pas de très grande qualité, c'est pas un roman qui va rester en mémoire, c'est pas très original non plus, mais voilà, c'était agréable à lire, c'était sympa, ça se lit comme d'habitude très vite. Voilà, il y avait juste un point qui était original que j'avais vraiment bien apprécié, à savoir la rencontre entre Claire et Théo, puisqu'en fait Claire en a marre d'aller au mariage toute seule et du coup elle va décider de louer un escort boy pour l'y accompagner pour ne pas se retrouver reléguée à la table des célibataires où il y a toujours des gens bizarres. Et donc du coup voilà, c'est comme ça qu'elle va rencontrer Théo qui va donc l'accompagner à ce mariage. Sauf qu'ensuite ils vont un peu briser les règles du contrat puisqu'ils vont décider de se revoir et que des sentiments vont s'installer. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, mais c'était pas la lecture du siècle. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Terma Romae, les tomes 1 et 2 de Mari Yamazaki. Que j'ai donc pour ma part dans cette édition en double tome qui avait été publiée par France Loisirs. J'avais acheté en fait la série complète qui est une série en 6 tomes qui est terminée lors d'une promotion et j'avais payé je crois l'équivalent de 6 € pour les 6 tomes. Donc voilà, du coup c'était carrément intéressant et c'est pour ça que je m'étais lancée. C'est le premier manga que je lis tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal avec les dessins manga. C'est assez difficile que j'en trouve des qui me tentent, à savoir que même pour les mangas dont l'histoire me tente et que j'ai envie de découvrir, et bah souvent je suis freinée par les graphismes. Sauf qu'en l'occurrence on suit un jeune architecte romain durant l'Empire romain qui est chargé par l'empereur de construire des thermes et il faut que ce soit des thermes un peu innovantes. Et en fait ce jeune homme va se retrouver projeté à plusieurs moments des mangas dans le Japon actuel qui a donc une très forte culture des bains, etc. Et donc il va s'en inspirer pour faire ce qu'il doit faire. Mais du coup voilà, le graphisme alterne entre l'époque romaine où c'est du dessin plutôt classique à l'image des couvertures et d'un autre côté l'époque du Japon actuel qui est dans un dessin plus manga. Et du coup voilà, j'ai bien apprécié ce contraste, ce mélange des deux, ça m'a permis de faire une entrée un peu plus en douceur dans le genre du manga. Ce qui est sûr c'est que je continuerai la série, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'avais mis la note de 15 sur 20 au premier tome et de 16 sur 20 au deuxième, qui m'avait plutôt plus plu par rapport à certains enjeux. Et du coup voilà, je suis curieuse de voir la suite de cette saga. Et puis bah, je vous la recommande si ce que je vous en ai dit vous tente. Ensuite, j'ai donc lu Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez ActuSF. Je l'ai lu dans le cadre du PLIB, donc le prix des littératures de l'imaginaire Bookkeepers App, dont je suis jurée.
en fait la phase de sélection finale arrive très bientôt, enfin à la fin du mois de février, et du coup je me suis dit qu'il serait bien de lire les romans qui me tentent de la sélection pour voir si j'avais envie qu'il se retrouve dans la sélection finale ou non. Et donc celui-ci faisait partie de la sélection et je l'avais déjà repéré il y a quelques temps puisque j'ai déjà lu Royaume de vin et de colère de Jean-Laurent Del Socorro également. C'est un auteur français qui prête attention à certains détails de l'histoire qui ne sont pas forcément ceux qu'on retient le plus. Du coup voilà, que ce soit Royaume de vin et de colère ou bien celui-ci, dans les deux cas en fait on est dans des romans qui sont plus des romans historiques mais dans lesquels il y a une petite part de fantastique si on peut dire ça, sauf que sur le bilan ça fait plutôt une ambiance un peu fantasy, voire fantasy médiévale, surtout dans celui-là où on a des combats à l'épée, ce genre de choses. Mais voilà, pour ma part j'aime beaucoup le soin qui est porté aux véracités historiques qui sont présentes à chaque fois. J'ai trouvé ça très intéressant, ça donne envie d'en savoir plus. En l'occurrence, donc pour Boudica, il y a ensuite une femme qui s'appelle Boudica, qui est une guerrière et une reine d'un peuple celte qui se fait annexer par l'Empire romain. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Enfin, c'est une femme, on suit vraiment différentes composantes de sa vie de femme. On suit son enfance, on suit sa vie de femme et sa vie d'épouse et sa vie de mère, on suit sa vie de guerrière, sa vie de reine. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est un roman qui est assez court, il fait à peine 200 pages, enfin oui, si, il fait 200 pages, mais j'aurais clairement pu en lire beaucoup plus. Non, moins de 200 pages, mais j'aurais vraiment pu en lire beaucoup plus parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et que je me suis bien attachée au personnage de Boudica. C'est un texte qui est très accessible, et donc voilà. Je vous recommande la lecture. Pour ma part, j'ai mis la note de 16 sur 20 et je pense que je vais le défendre pour qu'il intègre la sélection finale. J'aimerais bien en tout cas. Ensuite, j'ai donc lu Vivre vite de Philippe Besson que j'ai écouté en livre audio un jour où j'étais particulièrement malade et coincée au fond de mon lit et où j'avais pas trop la tête à me plonger dans un vrai roman, dans le sens où voilà, j'étais facilement déconcentrée, j'étais vraiment fatiguée et j'avais vu que Audible proposait certains livres de Philippe Besson. J'avais déjà écouté un de ses derniers Arrête avec tes mensonges que j'avais adoré, et j'avais également lu Les Passants de Lisbonne que j'avais aussi adoré. Je vous en ai parlé dans mon top de l'année 2017 et du coup voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de continuer avec Philippe Besson, d'autant plus que Vivre vite en version audio fait quelque chose comme 4 heures et quelques, donc voilà, c'est vraiment pas très long et sur une journée entière passée au fond de son lit, et ben ça s'écoute facilement. Donc voilà, en fait il s'agit d'une biographie de James Dean, qui est un acteur que je connais pas forcément beaucoup, mais voilà, je savais que Philippe Besson ça me plairait, ça parle des années 50 aux États-Unis, c'est également une période qui me plaît, donc voilà, je savais que même sans connaître forcément beaucoup la personne, ce serait quand même une lecture agréable pour moi, et ça a été le cas. Ça a été vraiment très facile à écouter, il y a pas mal de points de vue différents. En fait, on a le point de vue de James Dean, mais on a aussi le point de vue de ses parents, des amis à lui, de femmes qui ont croisé sa route, enfin voilà, de producteurs, enfin bref, de plein de choses différentes, plein de personnages différents. Et du coup, ce qu'a fait Audible, ce qui a été fait pour la version audio, c'est qu'il y a donc 3 narrateurs différents, ce que je pensais qu'il me gênerait peut-être, puisque c'est vrai qu'en général j'aime bien quand il y a un seul narrateur. Mais en l'occurrence, donc on en a 3. Il y a un narrateur qui fait uniquement la voix de James Dean, un narrateur qui fait toutes les autres voix masculines et une narratrice qui fait toutes les voix féminines. J'ai trouvé ça vraiment vraiment bien joué, d'autant plus qu'on avait vraiment une différence entre les différents personnages, et le fait de donner une voix particulière à James Dean fait que sa voix ressort tout de suite et que dès qu'on entend la voix de ce comédien-là, on sait que c'est James Dean qu'on écoute, même si c'est dit à chaque fois au début de qui il s'agit. Enfin voilà, dès qu'on entend cette voix-là, dans tous les cas, on sait que c'est lui. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est très facile à suivre, c'est très immersif. Et donc voilà, si vous souhaitez lire quelque chose d'assez court et de plutôt entraînant, et que vous aimez bien la période des années 50, tout ça, ou que vous aimez James Dean, dans ce cas-là c'est encore mieux, je vous recommande l'écoute, et voilà. Du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Appelle-moi par ton nom de André Assiman, publié chez Grasset. Pour celui-ci, je vais pas vous en parler trop en détail, puisqu'il y a une vidéo consacrée à ce roman qui est déjà publiée sur la chaîne. Donc voilà, je vous laisserai aller voir ça. En gros, c'est un roman contemporain, il sort le 7 février, et c'est un roman contemporain avec l'histoire d'une passion entre deux jeunes hommes sous le soleil italien. Voilà, pour faire court. Et j'ai vraiment bien apprécié, même s'il y avait certains petits détails qui m'ont un petit peu plus gênée, mais je vous laisse aller voir la vidéo consacrée.
Ensuite, j'ai lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, publié aux éditions Le Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté, donc qui est destinée à la jeunesse. Et je dois dire que ça a vraiment été une très très bonne lecture. Comme Boudica, je l'ai lu dans le cadre du PLIB. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais déjà lu de Vincent Tassi Apostasie, que j'avais beaucoup aimé, qui était un roman de dark fantasy, presque horreur, et qui était clairement considéré pour les adultes. Et du coup voilà, j'étais curieuse de voir ce qu'il avait fait dans la jeunesse. J'avais vu que ce roman-là faisait partie de la présélection. Et du coup je me suis lancée dedans, j'étais assez curieuse de voir ce qu'il en avait fait. En plus de ça, donc il y a certaines, enfin c'est bon, c'est écrit très gros, c'est destiné à la jeunesse. Et il y a certaines illustrations dedans qui sont vraiment très belles, enfin en tout cas qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'est même dommage qu'elles soient en noir et blanc, j'aimerais bien les voir, je sais pas si elles sont disponibles peut-être sur internet. En couleur parce qu'elles sont vraiment très chouettes et elles accompagnent très bien ce texte qui est en quelque sorte un petit conte macabre dans lequel une jeune fille à l'époque actuelle va tomber sur une poupée de porcelaine qui date de je sais plus quelle époque, qui est assez ancienne. Et donc voilà, elle va tomber dessus et la poupée est hantée, elle est assez bizarre et elle l'intrigue beaucoup. C'est ça, la poupée date des années 1880 environ. Et donc voilà, il y a cette poupée très mystérieuse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je savais que Vincent Tassi avait une écriture magnifique que j'avais pu voir dans Apostasie, et il a vraiment réussi à bien l'adapter pour la jeunesse. Il l'a pas trop enfin il l'a simplifié mais sans trop en faire non plus. On reconnaît quand même son style dedans à mon avis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et la chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais qui m'a fait vraiment aimer ce livre encore plus, c'est un thème qui est abordé sur la fin du roman, que je m'attendais pas du tout à voir à cet endroit-là et qui remet un peu en question tout le reste de la lecture qu'on a fait, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que je veux que vous gardiez la surprise si jamais vous voulez le découvrir, mais en tout cas je vous recommande la découverte et pour ma part ça a vraiment été une très bonne lecture. J'ai mis la note de 18 sur 20 et celui-ci c'est sûr que je vais voter pour qu'il soit dans la sélection finale. Ensuite j'ai donc lu on va commencer par ça. J'ai donc lu Culotté de Pénélope Bagieux, donc le tome 1. Pour ma part, je l'ai acheté chez France Loisirs puisque France Loisirs vient de le rééditer. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Culotté, il s'agit d'une série de BD en 2 tomes dans lequel à chaque fois on a une dizaine environ de portraits de femmes qui ont influencé un peu leur époque ou enfin voilà, qui ont eu un impact dans la vie des femmes ou alors de manière générale. Et on revient un peu sur elle à travers des sortes de petites biographies plutôt humoristiques. J'aime bien ce que fait Pénélope Bagieux, je l'avais déjà lu avec sa série de BD Joséphine que j'avais trouvé très sympa. Et du coup voilà, ça s'adapte très bien, ça donne envie de se documenter un peu plus sur certaines femmes qu'on suit, qui sont vraiment très intéressantes, qui sont des femmes très fortes et plutôt inspirantes. Donc voilà, je lirai le tome 2 avec grand plaisir quand il sortira également chez France Loisirs et je vous recommande vraiment la découverte. J'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis lancée donc dans le premier tome de la série Les Épées de glace d'Olivier Gay, que j'ai pour ma part dans cette version intégrale chez Brajlon, mais ils sont désormais sortis en poche, et donc il y a 2 tomes en tout. Le premier tome étant un peu plus long que le deuxième, puisqu'il fait 350 pages, et le second plutôt 250. Donc il s'agit d'une série de fantasy qui est un roman qui a été écrit par Olivier Gay il y a maintenant pas mal d'années de ça, et qui était du coup son premier roman en termes de fantasy. Ce qui se sent un petit peu. J'étais assez curieuse de lire puisque c'est un roman dont on entend quand même beaucoup parler, et qu'en plus de ça Olivier Gay maintenant a continué avec sa série La main de l'empereur qui reprend certains personnages en commun. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on suit une jeune femme qui s'appelle Deria qui se retrouve à la cour, et elle va y faire la rencontre d'un garde qui s'appelle Maline et d'une femme qui va devenir sa servante qui s'appelle Chani. Sauf que Deria va se faire assassiner dans les bas-fonds de la ville, et en fait Maline et Chani vont se rendre compte que le roi, etc. essayent un peu de camoufler cette mort, sauf qu'eux vont décider que non, puisque c'était leur ami, ils n'ont pas envie que ça se passe comme ça, et du coup ils vont aller retrouver le père de Deria, qui est un baron assez connu dans le coin, et pour lui exposer un peu ça, et c'est un homme qui est plutôt en quête de vengeance de manière générale, et encore plus quand il apprend la mort de sa fille. Du coup voilà, ça fait vraiment un roman assez explosif et assez intéressant de ce côté-là. Les personnages sont vraiment très sympas, même si Maline m'a un petit peu gonflé parfois, je dois le dire. Par contre le personnage du baron et le personnage de Chani sont très intéressants, surtout le personnage de Chani qui, je trouve, prend en intérêt au fur et à mesure du roman.
et à mon avis qui va continuer à prendre en intérêt dans la suite. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié ça. Après je dois dire que pour ma part j'ai quand même lu pas mal de fantasy et que pour le coup je trouve ça assez simple. J'ai pas eu de vraie surprise à ma lecture. Ça reprend les codes assez classiques, c'est pas mal hein, mais voilà, c'était pas incroyable. Après c'est un premier roman en fantasy, ça sent un petit peu comme je vous l'ai dit et du coup je vais continuer sans aucun souci les épées de glace et pourquoi pas même ensuite la main de l'empereur puisque je pense que voilà, à mon avis il y aura une vraie évolution après dans la suite. Et pour ce tome 1 je lui ai mis la note de 16/20. Et ensuite, donc pour terminer rapidement, j'ai donc lu Elle d'Ange de Ingelind Rosland, publié chez Dos à Dos Noir dans donc la collection du Rouergue, qui est destinée aux adolescents et qui traite de thriller. Je l'ai lu dans le cadre de ma bonne résolution de l'année qui était de découvrir de lire un auteur d'un pays que je n'ai jamais lu par mois. Et donc en l'occurrence il s'agissait de la Norvège avec ce roman. C'est un roman qui se passe en Norvège dans lequel on suit une jeune femme qui s'appelle Engel et qui fait son stage dans un journal local. Sauf qu'elle va elle va un peu mettre son nez là où elle n'est pas censée le mettre et découvrir des choses assez sombres qui vont lui porter préjudice ensuite pour la suite. Et donc du coup voilà, on est dans un thriller qui est quand même assez sombre, qui est pour les adolescents, mais pour les adolescents plutôt grands, puisque c'est vrai qu'il y a quand même quelques thèmes qui sont abordés qui sont assez durs. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup attachée au personnage d'Engel et que même si j'ai trouvé ça facile à lire et sympa, je suis jamais complètement rentrée dedans. Donc du coup voilà, je lui ai mis la note de 15/20. Normalement c'est une trilogie, il y a 3 livres qui sont sortis et qui traitent de la vie d'Engel, mais avec la fin de ce tome 1, l'histoire en cours est terminée. Et du coup voilà, pour ma part je pense pas continuer la série, j'ai trouvé ça sympa, mais je vais m'arrêter là. Du coup voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous puisque c'est vrai que je vous ai présenté quand même pas mal de romans, mais il y en a certains dedans où je savais que ça me prendrait pas énormément de temps de vous en parler. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si certains des livres dont je vous ai parlé vous tentent, ou bien si vous en avez déjà lu certains et à me donner votre avis dessus. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!